Dans la première partie, donc on a assisté sur le rifting continental, sur l'amincissement de la lithosphère continentale, et pourtant on s'intéresse aux chaînes de montagne. Donc là c'est tout l'inverse, c'est une structure qui est épaissie, qui présente des raccourcissements, qui présente des décrochements. Donc on va montrer qu'effectivement une chaîne de montagne, ça est bien quelque chose qui est épaissi et qui est raccourci. Alors comment est-ce qu'on arrive à voir dans une chaîne de montagne qu'il y a du raccourcissement, de l'épaississement qui explique justement qu'on soit dans des montagnes, donc dans des reliefs positifs. On va voir aussi qu'en surface, ce qui peut se voir, ce sont des grands décrochements et en fait c'est assez fréquent dans les chaînes de montagne. Donc commençons par la partie la plus périphérique, parce qu'en fait c'est la plus facile à étudier, qui est le Jura ou la zone subalpine. Là, on a des déformations qui sont relativement légères et qui ne concernent que la couverture sédimentaire, donc ce sera relativement facile à interpréter. Et c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup de cartes qui sont situées dans cette région. Donc d'abord, on a dans cette moitié du Jura, celle qui est la moitié ouest, on a ce qu'on appelle le Jura des plateaux. C'est-à-dire que si on vous propose une carte qui est dans ce secteur, vous avez des terrains qui sont des terrains monoclinaux et ça a des conséquences géographiques. Et puis au contraire, si on prend le Jura interne, rien qu'avec la carte de France, on voit qu'il y a plein de zones vertes et en fait on devine déjà qu'il y a des plis et il y a déjà des chevauchements qui sont indiqués. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler le Jura plissé. Le Jura interne est un Jura plissé, donc dans lequel on a toute une série de chevauchements successifs, et on voit apparaître les fameux plis de rampe que nous avions décrits en première année, pour lesquels il y a des chevauchements qui, à certains endroits, sont plats, donc on parle de rampe, comme pour de plat, pardon, comme pour un escalier, et puis des zones qui montent, et là on parle de rampe, et ça alterne, et on a un empilement. Vous voyez, empilement de ce terrain, sur celui-ci, sur celui-là. On a un empilement qui va faire un épaississement. Alors comment ça se repère dans le paysage un pli de rampe? En fait c'est vraiment pas simple, ce qui fait qu'au démarrage on les a pas vus. Ici, ce qui amène les géologues à se dire qu'il y a peut-être un pli de rampe, c'est qu'on a une falaise et qu'on retrouve une falaise similaire. Ce qui est tout à fait suspect, puisqu'il est rare d'avoir des terrains durs, aussi durs l'un que l'autre, qui se répètent. Donc ici on a des terrains titoniques et en fait on retrouve une barre titonique là. Donc chaque fois qu'on voit ça dans le paysage, on s'attend à ce qu'il y ait un chevauchement entre les deux. Et on a justement des terrains tendres ici, puisque ça fait des pentes douces. Et donc les géologues, en allant sur le terrain, il faut vraiment aller bien chercher sur le terrain, ont repéré qu'il y a un front de chevauchement qui existe ici entre les terrains du dessus et les terrains du dessous, et qui en 3D donne un secteur plutôt plat, par ici, par là, et un secteur en pente, donc une rampe. Et donc là, en fait, on a un pli de rampe où on a un secteur qui s'est déplacé par rapport à l'autre, ce qui correspond à peu près à ce schéma-là, si ce n'est que ça s'arrête ici à cause d'une cluse, qui est ce cours d'eau qui recoupe perpendiculairement ce pli. Donc pour ceux qui préparent G2E, je vous incite à utiliser le site de Maurice Gidon, et donc son site s'appelle Géol-Alpes, et vous verrez énormément de lectures de paysages et de lectures de cartes, et donc je pense que ça peut grandement vous aider pour G2E. Pour les agros, c'est pas la peine d'aller y voir, c'est d'un niveau relativement élevé, comme vous pouvez le voir à la façon dont il annote les paysages. En fait, il est plutôt au niveau L3 Master 1. Ici un paysage assez célèbre parce qu'en fait on le voit depuis l'autoroute qui va entre Grenoble et Lyon. Ici le paysage a été déjà annoté pour que l'on s'y retrouve. Donc on a la grande falaise urgonienne qui forme un pli. Vous pouvez suivre ici le sommet de la strate. On peut suivre le bas de la strate. Et puis ici on a une interruption qui est en fait une faille. Donc en regardant ce pli, on a tendance à penser à un anticlinal, mais s'il n'y avait pas les légendes ici, vous ne sauriez pas si c'est un anticlinal ou un synclinal, donc il aurait été plus prudent, s'il n'y avait pas la notation, de dire qu'il s'agissait d'un antiforme. Et de fait,
quand on vous donne l'échelle des temps géologiques, ici, vous pouvez arriver à reconstituer que cette antiforme est en fait un anticline. Donc dans toutes ces analyses de plis que l'on peut vous proposer dans la zone subalpine, soyez prudents à chaque fois, puisqu'il existe beaucoup d'inversions de relief à cause de ces barres calcaires, soit du Jurassique, du Titonique, soit du Crétacé, de l'Urgonien. Et quand on a ces barres calcaires très rigides, très dures, tant qu'elles sont dures, il n'y a pas de problème, le relief est conforme. Mais à partir du moment où elles sont entamées, et les barres calcaires sont entamées par la dissolution de la calcite avec l'eau, principe de formation du karst. Une fois que la barre calcaire est entamée, comme dessous ici on a des marnes, donc des terrains qui sont très facilement érodables, ils s'en vont très rapidement et donc on obtient une inversion de relief. Donc c'est valable aussi bien pour les anticlinaux que pour les synclinaux. Ici on avait un synclinal avec des terrains bien plus développés, mais à partir du moment où la barre calcaire est entamée, eh bien c'est tout le flanc du synclinal qui disparaît et on finit par obtenir un synclinal perché. Donc soyez très prudents. Si on vous propose seulement un paysage et que vous n'avez pas l'âge des terrains, parlez toujours d'antiforme, de synforme. Alors d'autres indices de raccourcissement assez marquants, ce sont les chevauchements et les charriages, parce que quand il y a des phénomènes de raccourcissement, il y a des phénomènes de cisaillement qui ont tendance à déplacer le matériau. C'est ce qu'on avait déjà vu pour la couverture sédimentaire du Pelvoux. Elle a disparu parce qu'elle a été cisaillée et elle a probablement été du coup déplacée vers l'extérieur. Donc on vous demande d'être capable de repérer du premier coup d'œil un chevauchement grâce à son figuré caractéristique. Donc je vous rappelle que c'est exactement la même chose que les passages piétons surélevés. Quand vous êtes piéton et que vous passez sur un passage piéton surélevé, la pointe des triangles est vers vous. Et inversement, quand vous êtes en voiture, le côté le plus évasé du triangle est vers vous et la pointe va vers la partie surélevée. Et bien là, c'est la même chose. Comme on a ici toutes les pointes qui vont vers le flysch, ça veut dire que ce flysch est en hauteur par rapport au Jurassique qui est ici. Et donc, c'est la nappe de flysch qui chevauche ici les terrains jurassiques. Et c'est pour ça que l'on va parler de demi-fenêtre dans le cas de cette région. Donc on vous demande d'être capable de repérer des chevauchements, on vous demande d'être capable de repérer des fenêtres, des demi-fenêtres, et de ne pas penser que les charriages et les chevauchements se limitent au terrain sédimentaire, même si c'est le cas dans toute la zone extérieure des Alpes. Il y a aussi la zone liguro-piémontaise dans laquelle, vous le voyez, ce sont des massifs cristallins qui peuvent être des clips. Ici, on a une clip sur une autre clip sur des terrains sédimentaires. Et là, au contraire, le grand paradis est une fenêtre. Il y a plein de petites clips que l'on voit par ici. Donc les clips, les fenêtres peuvent concerner aussi des massifs cristallins. Alors les flyschs constituent de très grandes nappes de charriage, on le voit ici, on le voit là. Donc ce sont des très grandes nappes de charriage qui peuvent très facilement être déplacées parce que souvent dans ce matériau qui provient donc de la sédimentation progressive d'une turbidite, il y a forcément des couches d'argile par définition. Et les couches d'argile, elles sont extrêmement malléables, elles sont extrêmement ductiles, elles vont faire de la déformation plastique et donc il peut y avoir charriage le long de certaines couches d'argile. Pas la peine de retenir cette chose très compliquée, je l'ai juste mis là pour information pour les géologues, pour dire qu'en fait, il existe de très nombreuses nappes de charriage qui peuvent même s'empiler les unes sur les autres. Donc, à G2E, ne soyez pas du tout choqués si on vous propose une carte au 1/50 millième dans laquelle vous avez des nappes sur des nappes, ça arrive tout à fait fréquemment. Alors, les flyschs peuvent être relativement intéressants puisque le déplacement des flyschs peut être un indicateur des phénomènes de collision.
Donc, ce sont des dépôts de turbidites. Le fait qu'il y ait des turbidites, ça veut dire rien d'autre que il y a des zones avec des sédiments et une pente, et ça tombe au bas de la pente. Par contre, pourquoi il y a une pente? Est-ce qu'on est sur des blocs basculés, ou est-ce qu'au contraire, on est dans des phénomènes déjà de convergence qui font qu'il y a des séismes et des choses instables? En fait, vous n'en savez rien. Donc, juste la turbidite, c'est pas vraiment quelque chose qui est particulièrement intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils soient déplacés vers l'extérieur. S'ils sont déplacés vers l'extérieur, ça veut dire qu'on a des phénomènes de compression lors de la formation de cette chaîne de montagne. Donc, quand on fait des modèles avec du sable, on a des déplacements des deux côtés, aussi bien ici pour nous du côté ouest que du côté est. On verra qu'ici, ce n'est pas le cas, parce que la chaîne des Alpes dans la zone franco-italo-suisse n'est pas symétrique, et nous avons ici une grande faille décrochante, et en fait le matériau a tendance à se déplacer vers le nord et non pas vers l'est. Donc ici nous allons seulement nous intéresser au charriage vers l'ouest, et ce qui est intéressant, c'est de savoir sur quel terrain il repose. Comme ça vous pouvez dater le chevauchement. Le chevauchement est nécessairement postérieur au terrain qu'il recouvre. Et donc comme ça on peut arriver à voir que la collision va se faire, les phénomènes associés à la collision, donc ces charriages externes, se font au Crétacé, se font à l'Éocène, puisque ces flysch datent de cette période, donc forcément la collision est postérieure à la formation des flysch et est postérieure au terrain sur lesquels se reposent les flysch. Alors dans ces chevauchements, comme on l'a vu en TP, sur la carte au 1/250 millième d'Annecy, il y a très souvent du trias à la base des chevauchements. Ce n'est pas quelque chose qui va apparaître de façon très visible sur la carte de France au millionième, parce que l'échelle est trop grande, et que ce sont de fines couches de trias qui font ces niveaux de décollement. Donc ce n'est pas accessible très difficilement sur la carte au millionième, et par contre ça se voit très bien sur les cartes au 1/250 millième. Donc dans le paysage, c'est aussi quelque chose qui peut se voir. On peut arriver à repérer des couches de gypse qui sont exactement sur les fronts de chevauchement. Quand on ne voit pas le gypse lui-même, parce que le gypse se dissout facilement, donc il arrive très souvent qu'il ne soit plus perceptible, il reste cette roche trouée. Cette roche trouée, c'est ce qu'on appelle une carnieule, c'est-à-dire que c'est une roche qui a une composante calcaire, celle qui persiste, et des poches, là on voit plein d'éléments troués, des poches qui contiennent du gypse. Et donc c'est cette roche mi-calcaire, mi-gypseuse qui, elle aussi, se déforme très facilement, fait des déformations plastiques et peut être à la base des chevauchements. Donc c'est pas toujours du gypse pur, parfois c'est un mélange de roche calcaire et de gypse qui porte le nom un petit peu technique de carnieule. Et donc quand on la ramasse aujourd'hui, surtout que forcément on ramasse celles qui sont à l'affleurement, bah, tout le gypse qui était dans les trous a forcément disparu. Donc très souvent, le liant ici est calcaire, il arrive parfois que ce soit de la dolomie. Donc on appelle classiquement ces couches des couches savon. Une couche savon, ça veut juste dire qu'on a une couche qui est particulièrement ductile et qui, sous l'effet des contraintes, va se déformer de façon plastique en se développant beaucoup, ce qui fait que ça déplace tout le matériau qui est au-dessus. Donc le terme de savon est une image, puisque quand on met du savon, tout ce qui est au-dessus glisse beaucoup plus facilement, parce que justement, le savon va lubrifier et va diminuer les forces de frottement. Là, c'est pas vraiment le cas. Là, on n'a pas un matériau qui glisse sur un autre, mais on a une couche entre les deux qui se cisaille très facilement. Donc on est plutôt sur l'image du sandwich au beurre, où vous avez mis une bonne couche de beurre. Donc soit vous avez mis du beurre pur, soit vous avez mis du beurre avec un petit peu autre chose, donc vous pouvez mélanger avec de la confiture qui se déformera un petit peu moins. Mais quand vous allez déplacer vos deux morceaux de pain de votre sandwich, eh bien les morceaux de pain eux-mêmes ne se déforment pas, mais c'est la couche beurrée qui va se déformer. Donc si on résume, les indices de raccourcissement et d'épaississement que vous pouvez voir facilement. Donc toute faille inverse est un raccourcissement puisque ça empile de structure. Bien sûr, les chevauchements font des raccourcissements de beaucoup plus grande ampleur.
Les plis sont aussi des éléments de raccourcissement, donc on verra des plis à condition que les terrains soient un petit peu plus plastiques, mais on voit que quand il y a des roches qui sont calcaires, qui sont un peu plus rigides, ça n'empêche pas les plis, mais à ce moment-là, ce sont des plis de rampe qui sont un petit peu différents. Donc c'est le pli de rampe, vous en avez beaucoup dans le Jura. Ensuite, ces plis, il faut bien les lire et en pensant notamment à la possibilité d'inversion de relief. Associé au chevauchement, on va voir très souvent des charriages. Donc le charriage, c'est le déplacement de matériaux au démarrage par un chevauchement, mais le cisaillement continue encore beaucoup plus loin et déplace la matière sur plusieurs kilomètres horizontalement. Donc ces charriages vont déplacer de la matière qui va former des nappes. C'est pour ça qu'on parle de nappes de charriage. Et ces nappes de charriage, quand elles sont complètement érodées, il ne reste plus qu'un fragment, donc ce fragment s'appelle des clips. Et si elle est érodée verticalement, ça crée des ouvertures sur ce qu'il y a en dessous, et c'est ce qu'on appelle des fenêtres. Il peut y avoir des charriages successifs les uns sur les autres, et c'est ce qu'on va appeler des écailles, ça forme des écailles empilées. Et tout ça, bien sûr, c'est ici. Donc vous l'avez un petit peu vu sur le schéma qui a été fait de coupe de Jura. On a reconstitué tout un tas de plis de rampe empilés qui formaient finalement des écailles. On a aussi des phénomènes de décrochement, donc ils sont ici, dans la zone insubrienne, on a un grand décrochement qui emmène le matériau vers le nord. Donc ça, c'est assez classique. Dans une chaîne de montagne, vous avez du raccourcissement, qui est donc perpendiculaire à la chaîne de montagne, et c'est ça qui fait une augmentation de relief. Mais vous avez aussi du déplacement dans l'axe de la chaîne de montagne, grâce à tous les décrochements, ce qui va permettre de réétaler du matériau dans l'axe de la chaîne de montagne. Ce n'est pas du tout particulier aux Alpes, on a exactement la même chose quand on regarde l'Himalaya. Alors si on prend tous ces indices de raccourcissement, donc on peut calculer de combien est-ce que les plis vont raccourcir, de combien les nappes de charriage vont raccourcir, donc c'est quelque chose qui a été fait de façon quantitative dans le Jura, eh bien ça raccourcit seulement de 20% et puis ça va faire gagner quelques centaines de mètres. Quelques centaines de mètres, pas 4810 mètres. Donc on n'explique pas le très fort relief qu'il y a dans une chaîne de montagne grâce à ces quelques phénomènes de plis en surface et qui d'ailleurs concernent essentiellement de la couverture sédimentaire. Donc le problème qu'on va devoir résoudre dans la prochaine partie, c'est qu'est-ce qui fait réellement l'épaississement et peut-être qu'on va devoir aller regarder en profondeur.